Le milliardaire se figea lorsqu'il aperçut la petite fille sans abri, patiemment en train d'expliquer les devoirs de son fils dans le parc. Ce qui se passa ensuite choqua tout le monde et bouleversa leurs vies à jamais. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Marc Dupont se figea sur le pavé du jardin des Tuileries. Le milliardaire de 32 ans fixa quelque chose qui lui coupa le souffle. Sous le chêne, une petite fille, pas plus de 8 ans, enseignait à son fils. Nathan, 6 ans, était assis en tailleur devant elle, son uniforme coûteux taché d'herbe totalement absorbé. La fille tenait un carnet usé, pointant du bout d'un crayon si court, que Marc se demanda comment elle pouvait le tenir. « Regarde, Nathan, quand tu additionnes ces chiffres, tu portes le 1 an ici. » Sa voix était claire, patiente, étonnamment mature. « C'est pour ça que ça fait 10. Ça fait sens. » Le visage de Nathan s'éclaira. « Comme des blocs. Un tas de 10, puis on commence un nouveau tas. » « Exactement. » Son sourire laissait voir une dent de devant manquante. « Tu es vraiment intelligent. Tu avais juste besoin qu'on t'explique différemment. » Marc sentit sa gorge se serrer. Il avait engagé 3 tuteurs cette année, chacun plus cher que le précédent. Nathan rentrait de l'école privée, en larmes, convaincu qu'il était bête. Et pourtant, le voilà enfin, en train de comprendre enseigné par une enfant sans abri dans un parc. La fille sortit un autre carnet usé, dont les pages étaient remplies d'équations, de diagrammes et de poésie. « Tu veux entendre quelque chose de cool? Les chiffres sont comme de la magie. Ils expliquent tout. C'est pourquoi je n'arrête jamais d'étudier, même quand c'est difficile. »« Tu vas à l'école ?» demanda Nathan. Elle perdit son sourire un instant. « J'étudie seule maintenant. L'apprentissage ne se fait pas seulement dans les salles de classe. » Marc s'approcha. La fille leva les yeux et il aperçut quelque chose qui lui serra la poitrine. Ce n'était pas de la peur, mais une dignité farouche, mélangée à une lassitude qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait porter. « Papa ?» Nathan se leva en sautillant. « C'est Emma. Elle m'enseigne les maths et je comprends enfin. » Emma se leva rapidement, serrant ses carnets. « Désolé, monsieur, je n'ai rien fait de mal. » « Depuis combien de temps a-t-elle aidé mon fils? » « 3 semaines. On se rencontre ici presque tous les après-midi. » Son menton se leva. « En fait, il est très intelligent, monsieur Dupont. »« Marc Dupont. » Elle hocha poliment la tête, imperturbable par le nom qui ornait les bâtiments à travers Paris. Nathan apprend simplement différemment de ce que ses professeurs attendent. Marc s'abaissa. De près, il vit des cernes sous ses yeux, des vêtements usés mais propres, un chariot de supermarché, derrière le chêne rempli de ses affaires, des carnets et des manuels scolaires. « Où sont tes parents, Emma? » Elle serra la mâchoire. « Je prends soin de moi-même, monsieur. » 4 mots qui changèrent tout. Nathan attrapa la manche de son père. « Papa Emma vit dans le parc. Elle peut venir à la maison avec nous, s'il te plaît. » Marc regarda Emma. « Où trouves-tu tes manuels scolaires? » « À la bibliothèque surtout. Parfois, les gens jettent moins de bons livres. » Sa voix ne portait aucune pitié. « Les maths sont ma matière préférée, mais j'aime aussi les sciences. En ce moment, je lis. La petite princesse, c'est l'histoire d'une fille qui perd tout. » Elle s'interrompit brusquement. « Mais elle n'abandonne jamais. » Marc termina doucement. « Elle n'abandonne jamais. » Les yeux d'Emma s'élargirent surprise. Marc se leva. « Emma, j'aimerais t'engager comme tutrice de Nathan. Salaire juste conditions professionnelles. » Elle recula. « J'ai 8 ans. Tu fais déjà le travail. Je propose qu'on le rende officiel. » Sa posture se brisa. « Pourquoi? » Le mot portait une vie de promesses brisées. « Parce que mon fils n'a jamais été aussi heureux d'apprendre. »
parce que tu lui as appris ce que 3 tuteurs coûteux n'ont pas pu, et parce que quelque chose me dit que tu as une histoire qui mérite d'être écoutée. Emma resta silencieuse, les bras serrés autour de ses carnets comme un bouclier. Finalement, puis-je y réfléchir? Marc s'agenouilla, écrivant son numéro de téléphone à l'intérieur de son carnet. Voici mon numéro direct. Retrouve Nathan ici demain, et on en parlera davantage. En s'éloignant, Emma murmura doucement. Monsieur Dupont, merci de ne pas me traiter comme si j'étais brisé. Marc hocha la tête, incapable de parler. En se retournant, il la vit fixer le numéro, le traçant du bout de ses petits doigts, comme si c'était précieux et effrayant. « Est-ce qu'on va vraiment l'aider, papa ?» Marc serra la main de Nathan. « Je pense que c'est elle qui pourrait nous aider. » Ce que Marc ne savait pas, c'est que l'histoire d'Emma allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le succès et la survie. Caché dans ce chariot de supermarché, sous les manuels et les couvertures, se trouvait un secret qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui pensaient en savoir ce que ça signifie tout perdre. Marc ne dormit presque pas. À 3 heures du matin, il était assis dans son bureau du penthouse surplombant Paris. Le visage d'Emma le hantait. Cette dignité farouche, cette détermination inébranlable à continuer d'apprendre malgré la perte de tout. Il avait construit Groupe Dupont à partir de rien, ou du moins c'est ce qu'il se disait. Mais il avait eu des avantages, un fonds pour l'université, des connexions, un filet de sécurité. Emma n'avait rien de tout cela, mais elle possédait quelque chose qu'il avait rarement vu dans les salles de réunion, une résilience pure et intransigeante. À 16h30, le lendemain, Marc se tenait à l'entrée du parc Nathan, sautillant à côté de lui. Son fils n'avait pas cessé de parler d'Emma depuis hier. Et si elle ne venait pas, papa? Marc serra son épaule. Alors, on trouvera un autre moyen de l'aider. Mais Emma était là sous le même chêne, son chariot à proximité. Elle se leva lorsqu'elle les aperçut, le menton relevé, cette lassitude de retour dans ses yeux. « J'ai réfléchi à ta proposition, monsieur Dupont, » dit-elle formellement. « J'ai des conditions. » Marc sourit presque. Une enfant de 8 ans en train de négocier des termes. « Je t'écoute. D'abord, ceci est temporaire, juste jusqu'à ce que je trouve mes repères. Deuxièmement, je n'accepterai pas de charité. Si vous me payez, c'est pour que je travaille. » Elle hésita, une vulnérabilité traversant son visage. « Vous ne pouvez pas appeler les services sociaux. Ils me mettront dans le système et je ne peux pas, je ne veux pas y retourner. » Le mot « retour » tomba comme une pierre. Elle avait déjà été dans le système. « D'accord, » dit Marc, « mais j'ai des conditions aussi. Vous me laissez vous acheter des vêtements et des fournitures. Vous dormez dans un endroit sûr. Et vous me racontez votre histoire quand vous serez prête. » Les yeux d'Emma se plissèrent. « Où est-ce que je dormirai? » « Ma maison a 12 chambres. L'une d'elles est à vous. Sans contrepartie. Les gens ne font rien sans contrepartie. » Le cynisme dans sa voix brisa quelque chose en Marc. « Emma, que vous est-il arrivé? » Elle détourna le regard. « La vie, monsieur Dupont. On peut commencer le tutorat maintenant. » Nathan saisit la main d'Emma. « S'il te plaît, viens avec nous à la maison. S'il te plaît. » Emma regarda le petit garçon, puis son chariot qui contenait toutes ses affaires. Marc vit son combat intérieur, la fierté contre la survie, l'espoir contre la peur. « Un essai d'1 semaine, » murmura-t-elle enfin. « Si ça ne fonctionne pas, je m'en vais. Pas de question. » Marché conclu, en se dirigeant vers la voiture de Marc. Emma s'arrêta soudainement. « Attendez. » Elle courut vers le chêne, s'agenouillant à côté d'une brique desserrée dans le mur bas. Elle en sortit une petite boîte métallique, la serrant contre sa poitrine. Le chauffeur de Marc chargea son chariot dans le coffre. Emma s'assit à l'arrière Nathan, bavardant à côté d'elle,
Mais elle resta silencieuse, fixant la fenêtre comme si elle mémorisait une route d'évasion. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir des Dupont à Greenwich, les yeux d'Emma s'élargirent. « Tu vis ici. Ce n'est qu'une maison, » dit Mark, bien qu'il sache combien cela semblait ridicule. À l'intérieur, la gouvernante de Mark, Madame Chen, jeta un coup d'œil à Emma, et ses yeux se remplirent de larmes. « Oh, pauvre enfant, allons te préparer une chambre. » Emma se tendit. « Je peux m'occuper de moi-même. »« Je sais que tu peux, » dit doucement Madame Chen. « Mais peut-être que pour ce soir, tu n'auras pas à le faire. » Cette nuit-là, après qu'Emma ait pris une douche et mis des vêtements prêtés par le cousin de Nathan, Mark, la trouva debout dans l'embrasure de la porte de la chambre qu'il lui avait attribuée. Elle n'y était pas entrée. « Qu'est-ce qui ne va pas? Le lit ?» chuchota-t-elle. « Il est trop mou, trop beau. Tu mérites de belles choses, Emma. Tu ne sais pas ce que je mérite. » Sa voix se brisa. « Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour survivre. » Mark s'agenouilla. « Peu importe ce que c'était, tu avais 8 ans. Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. » Les murs soigneusement construits d'Emma s'effondrèrent. Des larmes coulèrent sur son visage. « J'ai volé de la nourriture dans les poubelles dans les magasins. J'ai menti aux travailleurs des refuges. Je me suis enfui 3 fois des foyers d'accueil. Je ne suis pas la fille que tu crois. Tu es exactement celle que je crois. Une survivante, une battante, quelqu'un qui n'a jamais cessé d'apprendre, même quand le monde t'a abandonné. » Emma s'effondra contre lui sanglotant. Mark la tint dans ses bras, cette petite guerrière qui avait combattu des batailles qu'aucun enfant ne devrait affronter, et lui fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il lui soit arrivé, quoi qu'elle ait traversé, il l'aiderait à écrire une meilleure fin. 2 semaines passèrent. Emma enseigna à Nathan chaque après-midi, transformant sa relation avec l'apprentissage. Elle enseignait avec une créativité que Mark n'avait jamais vue utilisant la cuisine pour expliquer les fractions, construisant des projets pour la géométrie, racontant des histoires pour la compréhension en lecture. Mais Emma resta sur la défensive, surtout au sujet de son passé. Elle ne parlait qu'au présent, comme si sa vie avait commencé le jour où ils s'étaient rencontrés jusqu'au cauchemar. Mark se réveilla à 2 heures du matin, entendant des cris. Il courut dans la chambre d'Emma, la trouvant se tordant dans son lit, hurlant des mots qui glacèrent dans son sang. « S'il te plaît, ne pars pas, je serai sage. Maman, réveille-toi, ne me laisse pas. » Il secoua doucement son épaule. « Emma, Emma, tu es en sécurité, réveille-toi. » Ses yeux s'ouvrirent brusquement sauvages de terreur. Pendant un instant, elle ne le reconnut pas. Puis la réalité s'effondra et elle se recroquevilla tremblant. Mark s'assit sur le bord du lit. « Veux-tu en parler? »« Non. »« Tu veux que je parte? » Une longue pause. « Non. » Il resta là silencieux jusqu'à ce que sa respiration se calme. Enfin, elle parla sa voix à peine audible. « Ma mère était enseignante, une très bonne enseignante. Elle a s'aimé l'apprentissage plus que tout. C'est d'elle que je tiens ça. » Emma traça des motifs sur la couverture. « Elle m'a appris à lire quand j'avais 3 ans. À 5 ans, je lisais des livres de niveau lycée. Elle disait que je ferais des choses incroyables. » Mark attendit, sentant qu'il y avait plus. Puis elle est tombée malade. Le cancer. Nous n'avions pas d'assurance. Elle a continué à enseigner tant qu'elle le pouvait, mais les factures médicales. La voix d'Emma se brisa. On a tout perdu. Notre maison, nos économies. Elle est morte dans un hôpital de comté quand j'avais 6 ans. Emma, je suis tellement désolé. J'avais un oncle, le frère de maman. Il m'a prise chez lui, mais il ne voulait pas de moi. Il me l'a fait très clairement comprendre. Il disait que j'étais un fardeau, que je mangeais trop, que je coûtais trop cher. Quand j'avais 7 ans, il m'a laissé dans une caserne de pompiers et n'est jamais revenu.
Marc sentit la colère monter en lui. Et après, le foyer d'accueil, 3 familles différentes en 8 mois. La première famille voulait juste l'argent. La deuxième avait déjà trop d'enfants et pas de temps pour un autre. La troisième, elle s'arrêta et Marc vit la peur traverser son visage. Tu n'as pas à en parler. Le père buvait beaucoup. Quand il se mettait en colère, il brisait des choses. Puis il a commencé à briser des gens. Emma retroussa sa manche, montrant de légères cicatrices. Je me suis enfui avant que ça ne devienne pire. C'était il y a 4 mois. 4 mois. Tu as vécu dans la rue pendant 4 mois. Je suis toujours là, non? La fierté farouche revint. J'ai survécu. J'ai continué à étudier. Ma mère disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pouvait te prendre. Alors j'ai fait en sorte que personne ne puisse me l'enlever. La gorge de Marc se serra. La boîte métallique que tu gardes avec toi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Emma hésita, puis attrapa la petite boîte sous son oreiller. Elle l'ouvrit soigneusement, révélant des photos, un collier de femme et des carnets remplis de leçons manuscrites. Ce sont les carnets de ma mère. Elle était enseignante et des photos de nous quand tout allait bien. Elle toucha une photo, une femme magnifique aux yeux d'Emma, toutes deux riant lors d'une fête d'anniversaire. J'étudie ces leçons chaque soir. C'est comme si elle m'enseignait encore. Elle serait tellement fière de toi. Vraiment. La voix d'Emma se durcit. Je suis sans abri. Je vole. Je mens. Je ne suis pas la fille qu'elle voulait. Tu es exactement la fille qu'elle voulait. Tu as survécu. Tu n'as jamais arrêté d'apprendre. Tu aides les autres. Emma, tu as 8 ans et tu as montré plus de force que la plupart des adultes ne le feront jamais. Emma le regarda avec ses yeux si vieux, si fatigués. « Pourquoi tu tiens autant à moi, monsieur Dupont ?» Marc pensa à son propre enfance, à ses parents distants, qui jetèrent de l'argent pour résoudre les problèmes à la solitude, de grandir riche, mais émotionnellement vide. Parce que quelqu'un aurait dû s'occuper de toi il y a longtemps. J'essaie juste de rattraper le temps perdu. Pour la première fois depuis leur rencontre, Emma sourit. Un vrai sourire. Merci de m'écouter. Ça, c'est ce que la famille fait. Emma se raidit. Nous ne sommes pas une famille. Pas encore, dit doucement Marc. Mais peut-être un jour. Marc découvrit l'intelligence véritable d'Emma par accident. Il était en train de revoir les rapports trimestriels dans son bureau lorsque Nathan entra en trombe. « Papa, tu dois voir ce qu'Emma a fait. » Dans le salon, Emma avait transformé la table basse en un modèle du système solaire, en utilisant des objets ménagers que Marc ignorait même qu'ils possédèrent des ampoules, des boules peintes des fils et ce qui semblait être un système mécanique complexe. « Appuie sur l'interrupteur, » dit Emma timidement. Marc appuya sur le petit interrupteur. Le modèle prit vie. Les planètes tournaient à des vitesses différentes, orbitant autour du Soleil central, montrant même les inclinaisons axiales et les changements saisonniers. « Emma, tu as construit ça à partir de rien. » Elle hocha la tête. Nathan avait des difficultés avec ses devoirs de science sur le mouvement planétaire. Je pensais qu'un modèle l'aiderait. Marc resta sans voix. L'ingénierie seule était impressionnante. Mais la précision mathématique, la créativité, ce n'était pas le travail d'un enfant de 8 ans. C'était de la pensée au niveau d'un génie. Où as-tu appris à faire ça? Principalement dans des livres. Et je regarde beaucoup à travers les fenêtres des bibliothèques. Elles ont des ordinateurs en libre accès, mais tu as besoin d'une carte de bibliothèque et d'une adresse. Alors je regarde les autres et j'apprends par cœur ce que je peux. Une idée naquit dans l'esprit de Marc. Emma, serais-tu prête à passer des tests? Rien de terrifiant, juste pour que je comprenne mieux comment ton esprit fonctionne. Un soupçon traversa son visage.
Quel genre de test? Des évaluations scolaires pour voir où tu en es. Donc, tu veux prouver que je suis en retard et m'envoyer dans une école spécialisée. Non, je veux prouver que tu es brillante et m'assurer que tu reçois l'éducation que tu mérites. Emma réfléchit un instant. Nathan sera là. Si tu veux. D'accord. Mais si quelqu'un essaie de m'emmener d'ici, je m'en vais. C'est non négociable. 3 jours plus tard, le docteur Sarah Mitchell, psychologue scolaire et vieille amie de Mark, était assise en silence, choquée, en examinant les résultats des tests d'Emma. Mark, je n'ai jamais rien vu de tel. Son QI est hors échelle. Niveau génie. Mais ce n'est pas tout. Son intelligence émotionnelle, sa capacité à résoudre des problèmes créatifs, son raisonnement mathématique, le docteur Mitchell leva les yeux écarquillés. Elle teste à un niveau de terminale pour les maths et les sciences, niveau universitaire pour la littérature et la pensée critique. Et elle s'est auto-formée en vivant dans la rue avec les carnets d'enseignement de sa mère et des livres de bibliothèque. Cet enfant a besoin d'une éducation spécialisée de programmes pour enfants doués d'un apprentissage accéléré de ressources universitaires. Mark Emma n'est pas seulement intelligente, elle est peut-être un génie d'une génération. Emma, qui attendait dans le couloir, apparut dans l'embrasure de la porte. « Ça veut dire que vous allez m'envoyer ailleurs. » Le docteur Mitchell s'agenouilla. « Chérie, ça veut dire que tu es extraordinaire. Tu ne veux pas apprendre avec d'autres enfants qui pensent comme toi? Je veux rester avec Nathan et Monsieur Dupont. » La voix d'Emma trembla. « S'il vous plaît, ne me faites pas partir. » Mark la serra contre lui. « Personne ne va te forcer à faire quoi que ce soit, mais Emma, le docteur Mitchell a raison. Tu mérites des opportunités pour développer tes dons. Et si je ne veux pas être doué? Et si je veux juste être normal? » Le chagrin dans sa voix était profond. Cet enfant qui avait survécu à tant de choses était terrifié que son intelligence ne fasse d'elle un fardeau à nouveau. Trop différente, trop difficile, trop de choses. « Emma, » dit doucement le docteur Mitchell, « être doué ne veut pas dire que tu n'es pas normal. Ça veut simplement dire que tu apprends différemment. Et c'est beau. » Emma regarda Mark. « Tu promets que je peux rester ici, même si je suis bizarre. » « Tu n'es pas bizarre. Tu es exceptionnel. Et oui, c'est ta maison aussi longtemps que tu le voudras. » Cette nuit-là, Mark appela ses contacts dans le domaine de l'éducation. Si Emma allait rester, elle avait besoin de plus que des tuteurs. Elle avait besoin d'un programme éducatif personnalisé qui pourrait défier son esprit, tout en lui offrant l'enfance qu'on lui avait refusée. Mais en raccrochant, il réalisa quelque chose d'inquiétant. L'oncle d'Emma l'avait abandonnée dans le système. Cela signifiait que les services de protection de l'enfance avaient un dossier sur elle. Et s'il découvrait qu'une enfant sans abri de 8 ans vivait avec un milliardaire célibataire, et son fils, les questions viendraient. Des questions auxquelles Mark n'était pas sûr de pouvoir répondre sans détruire la fragile confiance qu'Emma lui avait donnée. Il regarda les papiers. Le docteur Mitchell avait laissé des recommandations pour des programmes pour enfants doués, un soutien psychologique, une défense éducative. En bas, une note manuscrite. Mark, cet enfant, a besoin de stabilité permanente. As-tu envisagé la tutelle légale? La tutelle. Le mot semblait énorme, terrifiant, et d'une certaine manière, parfaitement juste. Mais d'abord, il devait en savoir plus sur le passé d'Emma, car quelque chose dans son histoire ne collait pas. La façon dont elle avait mentionné son oncle, la peur qu'elle éprouvait en parlant des foyers d'accueil, les secrets qu'elle gardait encore dans cette boîte métallique. Mark avait des ressources. Il était temps de les utiliser. Le rapport de l'enquêteur privé arriva dans une enveloppe scellée. Mark l'ouvrit dans son bureau, la porte verrouillée, les mains légèrement tremblantes. Ce qu'il lut fit froid dans son dos. La mère d'Emma, Jennifer Leclerc,
était exactement comme Emma l'avait décrite, une enseignante d'école primaire, très appréciée, diagnostiquée d'un cancer, au stade 4 morte il y a 2 ans. Les dettes médicales avaient été catastrophiques, mais l'oncle Thomas Leclerc avait une histoire bien plus sombre. Un homme avec un problème de jeu, des dettes multiples et un casier judiciaire pour fraude. Il avait pris Emma uniquement pour la pension d'accueil, rien de plus. Lorsqu'elle devint trop difficile, posant des questions, ayant des besoins, comme n'importe quel enfant, il l'abandonna. Les placements en foyer furent encore pires. La première famille était sous enquête pour négligence. La deuxième avait perdu sa licence après que l'ASE ait découvert qu'il logeait 14 enfants dans une maison de 3 chambres. La troisième, Mark n'eut même pas la force de continuer la lecture. Le père du troisième foyer, Gerald Morrison, était actuellement en prison, en attente de son procès pour violence domestique. Les charges étaient arrivées après le rapport d'Emma, une enfant de 7 ans, appelant le 911, décrivant les abus qu'elle avait vus contre un autre enfant en famille d'accueil. Emma avait sauvé cet enfant. Puis, elle avait pris la fuite, sachant qu'elle pouvait être la suivante. Pendant 4 mois, elle avait survécu dans les rues. L'enquêteur avait suivi certains de ses déplacements dormant dans des coins de bibliothèque, dans des portes d'église, une fois dans une voiture abandonnée. Elle avait volé de la nourriture 3 fois, choisissant toujours des articles à moins de 2 $. Elle avait été chassée des parcs des refuges et des stations de métro. Et à travers tout cela, elle avait gardé ses carnets continués à étudier et à apprendre. Le rapport se termina par un avertissement. L'ASE recherche activement Emma Leclerc. Un travailleur social a visité son dernier lieu connu il y a 2 semaines. Si elle est retrouvée, elle sera immédiatement remise aux autorités. Étant donné son historique de fugue, elle sera probablement placée dans une maison d'accueil ou un établissement supervisé. Les poings de Mark se serrèrent. Pas question. Un coup frappé à la porte. Monsieur Dupont. La voix d'Emma petite et inquiète. « Ça va, Madame Chen dit, vous avez l'air perturbée. » Il cacha rapidement le rapport. Entre Emma. Elle entra toujours vêtue des vêtements qu'ils avaient achetés la semaine précédente, un jean, un t-shirt simple, des baskets qui lui allaient enfin. Elle ressemblait à une enfant normale, mais ses yeux portaient trop de savoir. « Tu enquêtes sur moi. » Ce n'était pas une question. Mark ne voulait pas lui mentir. « Oui. Et qu'as-tu trouvé? » Sa voix était calme, mais ses mains se tordaient ensemble. « J'ai trouvé une petite fille qui a survécu à des choses qui briseraient la plupart des adultes, qui a sauvé un autre enfant en risquant sa propre vie, qui n'a jamais abandonné même quand le monde l'a abandonné. » Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. « Tu as découvert pour Monsieur Morrison? » « Oui. Tu vas me renvoyer. » Mark se leva et s'agenouilla pour être à son niveau. « Emma, je vais te poser une question importante. Et j'ai besoin que tu sois honnête. Est-ce que tu te sens en sécurité ici? » « Oui. »« Tu veux rester plus que tout? » Sa voix se brisa. « Mais il me cherche, n'est-ce pas? » L'ASE. « Oui. » Emma recula, la panique traversant son visage. « Je dois partir. Je dois m'enfuir avant qu'il ne me trouve ici. Je suis désolé, Monsieur Dupont. Je n'aurais pas dû rester aussi longtemps. » « Emma, arrête. » La voix de Mark était ferme, mais douce. « Et si tu n'avais pas à fuir? Et s'il y avait un moyen pour toi de rester ici légalement et définitivement? » Elle se figea. « Comment? Je veux devenir ton tuteur légal. » Les mots flottèrent dans l'air. Emma le fixa, une guerre d'émotions sur son visage. Espoir, peur, incrédulité. « Pourquoi ferais-tu ça? » « Parce qu'en 3 semaines, tu fais déjà partie de notre famille. Nathan t'adore. » Madame Chen sourit quand tu es là et moi. Mark s'arrêta surpris par la profondeur de ses propres émotions. « Je ne peux pas imaginer cette maison sans toi. » Les gens disent toujours ce genre de choses,
Puis il change d'avis. Je ne changerai pas. Tu ne sais pas. Et si je suis trop difficile, trop cher, trop... Écoute-moi, Emma. Je suis milliardaire. L'argent n'est pas un problème. Tu n'es pas difficile. Tu guéris d'un traumatisme. Et je ne le dis pas à la légère. J'y pense constamment depuis ton arrivée. Emma s'essuya les yeux. Et la SE? Ils ne vont pas juste me laisser ici. J'ai des avocats, de bons avocats. Nous allons faire les choses correctement. Mais Emma, j'ai besoin que tu me fasses mon assez confiance. Peux-tu faire ça? Elle le regarda longuement. Si je dis oui et que ça ne marche pas, ça va me détruire. Je ne sais pas si je peux survivre à l'abandon une nouvelle fois. Le cœur de Marc se brisa. Alors, je te promets ceci. Je me battrai pour toi chaque jour, même si tu me repousses, même si ça devient difficile, même si le monde entier dit non, tu ne seras plus jamais seul. Emma se jeta dans ses bras, sanglotant sur son épaule. Je suis tellement fatiguée d'être seule. Je sais, ma chérie, je sais. Quand elle se releva, enfin les yeux rouges, mais déterminée, elle murmura « D'accord, faisons-le. Mais, monsieur Dupont, oui, si tu deviens mon tuteur, je peux t'appeler Marc Monsieur Dupont, c'est bizarre pour une famille. » Marc sourit à travers ses propres larmes. J'aimerais beaucoup cela. Cette nuit-là, Emma dormit paisiblement pour la première fois depuis son arrivée. Aucune cauchemar, aucune peur. Mais Marc resta éveillé, passant des appels à des avocats, préparant la bataille à venir. Parce qu'Emma avait raison. La SE ne rendrait pas cela facile. Un milliardaire célibataire, cherchant à adopter une enfant sans abri, allait attirer l'attention. La guerre pour l'avenir d'Emma allait commencer. Le travailleur social arriva sans prévenir un mardi matin. Marc était en réunion lorsque Madame Chen frappa à la porte en panique. « Monsieur, il y a une femme des services de protection de l'enfance qui exige de voir Emma. » Son sang se glaça. « Attends, j'arrive. » Dans le hall se tenait Margaret Brennan, une femme au regard sévère, tenant un clipboard et une expression qui laissait entendre qu'elle en avait vu trop et ne faisait confiance à personne. « Monsieur Dupont, je suis ici au sujet d'Emma Leclerc. Nous avons des rapports indiquant qu'elle réside ici. Puis-je voir vos identifiants? » Elle brandit sa carte d'identité. Marc l'étudia soigneusement avant de hocher la tête. « Emma est ici. Oui, elle vit ici depuis 3 semaines, sans en informer l'ASE que vous hébergiez une enfant d'accueil disparue. » Son ton était accusateur. « Je travaille avec des avocats pour déposer une demande de tutelle. Les documents sont en cours de préparation. » Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne, monsieur Dupont. Emma est une pupille de l'État. Elle doit être renvoyée dans un placement approprié immédiatement. Approprié. La voix de Marc se durcit. Vous voulez dire comme la maison où elle a été maltraitée, ou celle où il y avait 14 enfants dans 3 chambres? Margaret se figea. Je ne peux pas discuter de son dossier avec vous. Alors, laissez-moi discuter de ce que je sais. Emma s'épanouit ici. Elle est suivie par des tuteurs. Elle est en sécurité. Elle commence enfin à agir comme un enfant devrait. Et vous voulez la séparer de tout cela. Ce n'est pas une question de ce que je veux. C'est une question de procédure. Où est-elle? En haut. Emma colla son oreille à la rambarde écoutant. Nathan était assis à côté d'elle, lui tenant la main. « Ils vont m'emmener, » chuchota-t-elle. « Non, » dit Nathan avec ferveur. « Papa ne les laissera pas. » Mais Emma avait appris à ne pas faire confiance aux promesses. Elle se glissa silencieusement vers sa chambre, attrapant son sac à dos, y fourrant les journaux de sa mère et quelques vêtements. Ses doigts touchèrent la boîte métallique. Elle s'arrêta, des larmes coulant sur son visage. Elle savait que cela allait arriver, qu'il était trop beau pour durer.
En bas, les avocats de Mark étaient arrivés, 3 d'entre eux, dirigés par Catherine Price, la meilleure avocate en droit de la famille à Paris. « Madame Brennan, dit Catherine calmement, mon client a tout à fait le droit de demander la tutelle. Emma n'est pas en danger ici. En fait, la retirer serait nuisible à son bien-être. C'est un juge qui décidera de tout cela. Alors portons l'affaire devant un juge. Mais en attendant, Emma reste ici. Je peux obtenir une ordonnance du tribunal d'ici la fin de la journée et nous allons nous battre. Cette affaire deviendra très médiatisée, Madame Brennan. Un milliardaire qui tente d'aider une enfant sans abri surdouée contre un système qui l'a échoué à plusieurs reprises. Vous imaginez comment ça va être présenté dans les médias. La mâchoire de Margaret se serra. Vous me menacez. Je constate simplement les faits. Emma a déjà suffisamment souffert. La faire souffrir encore plus et je m'assurerai que tout le monde sache exactement comment l'ASE l'a laissé tomber. Un silence tendu s'installa. Enfin, Margaret parla. Je veux interviewer Emma seule. Mark se leva pour protester, mais Catherine posa une main sur son bras. C'est raisonnable, mais nous serons juste à l'extérieur de la porte. Ils trouvèrent Emma dans sa chambre, son sac à dos sur les épaules, la boîte métallique serrée contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes là pour me prendre », dit-elle à Margaret. L'expression sévère de la travailleuse sociale se radoucit légèrement. « Emma, je suis là pour m'assurer que tu es en sécurité. » « Je suis en sécurité. S'il vous plaît, ne me faites pas partir. S'il vous plaît. » La voix d'Emma monta dans un cri désespéré. « Je serai sage. Je promets que je ne causerai pas de problème. S'il vous plaît, laissez-moi rester. » Margaret s'agenouilla. « Chérie, ce n'est pas une question d'être sage. C'est une question de respecter la loi. La loi m'a mise avec M. Morrison. La loi a permis à mon oncle de m'abandonner. La loi ne se soucie pas de moi. Elle ne se soucie que des règles. » Emma tremblait maintenant. « Marc se soucie de moi. Nathan a besoin de moi. C'est ma famille. Tu n'es ici que depuis 3 semaines. Et alors, j'ai appris ce que c'est qu'être une famille en 3 semaines, ici plus que dans 2 ans dans le système. » Marc fit un pas en avant. « Madame Brennan, je vous en prie, laissez-moi déposer les papiers correctement. Donnons-nous une chance de faire les choses correctement. » Margaret regarda le visage d'Emma, les larmes qui le recouvraient, la boîte métallique qu'elle tenait comme une bouée de sauvetage, la chambre qui avait clairement été décorée avec soin. Elle vit une enfant qui avait enfin trouvé la paix. Elle se leva. « Je vous accorde 2 semaines pour déposer une demande de tutelle d'urgence. Je vais recommander un placement temporaire, ici, en attendant l'audience. Mais, Monsieur Dupont, si vous échouez cet enfant, si c'est une manœuvre de publicité, je vous l'enlève immédiatement. » Marc hocha la tête lentement. « C'est bien noté. Faites en sorte que cela compte. » Après son départ, Emma s'effondra dans les bras de Marc. J'avais tellement peur. « Je sais, mais Emma, tu dois comprendre. Il y aura d'autres combats comme celui-ci. Le système ne cède pas facilement. Est-ce qu'on va gagner? » Marc la serra plus fort. « On se battra comme des fous. C'est une promesse. » Nathan embrassa Emma de l'autre côté. « Tu restes vraiment. » Emma réussit à offrir un sourire timide. « Pour l'instant. » Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, Emma fixait le plafond, incapable de chasser le sentiment que le pire était à venir. Parce qu'elle avait un dernier secret, celui qu'elle n'avait pas encore révélé à Marc. Quelque chose de son passé qui, si cela venait à être découvert, pourrait tout détruire. Marc construisait leur dossier, tandis qu'Emma devenait de plus en plus silencieuse chaque jour. Vendredi soir, il la trouva en train de pleurer sur les journaux de sa mère. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Sa voix tremblait. « Ma mère est morte.
parce qu'elle a refusé le traitement contre le cancer. Elle a économisé de l'argent pour mon éducation à la place. La poitrine de Marc se serra. Emma, ce n'est pas tout. Elle sortit un relevé bancaire. Maman a laissé un fonds d'éducation de 50 000 $. Mon oncle savait cela. C'est pourquoi il m'a prise pour l'argent. Marc, s'il apprend que tu m'adoptes, il va se battre. Pas pour moi. Pour cet argent. Laisse-le essayer. Tu ne comprends pas. Si l'ASE pense que tu veux le fonds, ils ne te laisseront jamais me garder. Marc s'éclaircit la gorge. Je ne savais rien de ce fonds. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de toi. Mais comment prouver cela? Le lendemain matin, Thomas Leclerc arriva, débraillé les yeux injectés de sang, un sourire de requin. « Je suis ici pour ma nièce. » Marc bloqua la porte. « Emma ne va nulle part. Je suis son parent, légal son tuteur. Tu l'as abandonnée à une caserne de pompiers. » Thomas haussait les épaules. C'était temporaire. Maintenant, je suis prêt. Emma apparut pâle. « Tu veux juste l'argent de maman. » Ce milliardaire qui se soucie soudainement d'une enfant sans abri. Thomas ricana. « Il t'utilise. Au moins je suis honnête. » La colère d'Emma éclata. « Sors d'ici. » Catherine Price arriva. « Monsieur Leclerc, vous avez abandonné la garde. » « Je n'ai jamais signé de papier. Vérifiez vos faits. » Après son départ, Emma s'effondra tremblante. Nathan la prit dans ses bras. « On t'aime. » Mais des doutes persistaient dans les yeux d'Emma. Catherine apporta de mauvaises nouvelles. Thomas n'a jamais officiellement abandonné la garde. Il conserve ses droits parentaux. Il peut se battre. Elle marqua une pause. Quelqu'un a fuité l'affaire à la presse. Demain, le titre sera « Bataille de garde d'un milliardaire pour une enfant sans abri surdouée ». Emma entendit à travers la grille du chauffage. Bataille de garde presse d'août. Le matin, elle serait partie. Marc se réveilla à 5 heures du matin au son de la panique de Madame Chen. Elle est partie. Le lit d'Emma était fait, ses vêtements pliés, son sac à dos, sa boîte métallique, ses journaux disparus. Une note sur l'oreiller. Cher Marc Nathan et Madame Chen, merci pour ces 3 semaines magnifiques. Mais je vous apporte des ennuis. La presse, la bataille de garde, tout ça à cause de moi. Je ne veux pas détruire votre famille. Ne me cherchez pas. J'ai survécu, avant je survivrai encore. Dis à Nathan que je suis désolé. Dis à Madame Chen que sa gentillesse a tout compté. Marc, merci de m'avoir montré ce qu'un vrai parent ressemble. Avec amour, Emma. PS. Utilise le fonds pour l'éducation de Nathan. Maman voudrait que ça aide quelqu'un. Marc mobilisa tout le monde. Enquêteurs policiers, travailleurs sociaux. La presse empira les choses. À midi, l'enfant disparut au cœur de la bataille de garde d'un milliardaire. Thomas donna des interviews peignant Marc comme un prédateur. L'opinion publique se divisa violemment. Emma vit tous les titres depuis l'ordinateur de la bibliothèque. Chacun confirmait ses craintes. Elle avait détruit la vie de Marc. Cette nuit-là, sous la pluie, elle se blottit dans l'entrée d'une église avec ses journaux. Emma. Ruth, une sans-abri qu'Emma connaissait avant, se tenait sous un parapluie. « J'avais une maison. Je l'ai perdue. » Ruth s'assit à côté d'elle. « Tu l'as perdue ou tu as fui? » Quelle différence? Fuir parce qu'on a peur, c'est différent que d'être rejeté. Et toi, quelle option? Emma éclata en sanglots. Je ne sais pas. Ce type dans les nouvelles qui pleure pour toi. C'est de l'amour, chérie. L'amour panique quand tu es parti. Et si ce qu'il veut, c'est toi? T'en as déjà pensé. Emma n'avait plus d'arguments. Que dois-je faire? Rentre chez toi. Laisse les gens t'aimer. Arrête de fuir. Comment savoir qu'ils ne vont pas partir?
Tu ne sais pas. Ça, c'est la confiance, Emma. Et tu mérites de faire confiance à quelqu'un. Emma pensa au rire de Nathan, à la douceur de Madame Chen, à Marc qui l'appelait chérie, aux derniers mots de sa mère. Ne cesse jamais d'atteindre le meilleur même quand tu as peur. Ruth, puis-je emprunter ton téléphone? Elle composa le numéro avec des doigts tremblants. Marc répondit immédiatement. Emma, je suis désolé. J'ai fui. Où es-tu? Église Sainte-Marie, 52e rue. Marc, je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. Sois effrayé avec nous. Reviens à la maison. 20 minutes plus tard, Marc courait sous la pluie jusqu'aux marches de l'église, se jetant à genoux. Ne fais plus jamais ça. J'essayais de te protéger. Tu as 8 ans. Ce n'est pas ta responsabilité. Il lui caressa le visage. Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma fille, et je me battrai contre tous ceux qui diront le contraire. Emma se jeta dans ses bras sanglotant. Et si je continue à tout gâcher? Alors, on trouvera une solution ensemble. C'est ce que font les familles. Dans la voiture, Nathan serra Emma dans ses bras. Ne pars plus jamais. Je ne partirai pas, je te le promets. Alors qu'ils roulaient vers la maison, Emma aperçut les fourgons de presse à l'extérieur du manoir des reporters avec des caméras. Demain, ils allaient tout affronter. Ce soir, elle ne voulait qu'une seule chose, être chez elle. Le tribunal était en chaos. Des journalistes, des caméras, des manifestants. Emma était terrifiée, assise dans la salle des témoins. La juge Patricia Morrison, dure mais juste, présidait l'audience. Thomas Leclerc avait l'air respectable dans un costume emprunté. L'avocat de l'État prit la parole. Quel est l'intérêt d'Emma, Monsieur Leclerc, est de la famille un parent du sang. Monsieur Dupont a gardé un enfant disparu sans en informer les autorités. Catherine se leva. Monsieur Leclerc a abandonné Emma. Monsieur Dupont lui a fourni la sécurité, l'éducation et l'amour lorsque le système l'a laissé tomber. Thomas témoigna en premier, jouant parfaitement le rôle de l'oncle réformé. J'ai fait des erreurs. Je pleurais, je luttais. L'abandonner a été mon pire moment. Mais je suis sobre, ça fait 6 mois que je travaille sans relâche. Je veux me racheter. Catherine le contre-interrogea. Quand avez-vous contacté l'ASE après l'avoir abandonné? Je m'occupais de mes affaires. C'était il y a 8 mois. Vous n'avez contacté personne avant que la demande de Monsieur Dupont ne devienne publique. Elle sortit des documents. Vous avez cherché à accéder aux fonds éducatifs. Vous avez contacté des avocats à propos du fonds. Pas pour Emma. Pour l'argent. Le masque de Thomas se fissura. Catherine le détruisit avec des preuves des relevés bancaires, des témoignages, des antécédents de fraude. Marc témoignait à son tour. L'avocat de l'État attaqua. L'action de votre entreprise a augmenté de 15% depuis que cette histoire a éclaté. Publicité bien pratique. La voix de Marc devint glaciale. Le traumatisme de ma fille n'est pas un coup de publicité. Ce n'est pas votre fille. C'est une enfant d'accueil. Vous vous battez pour prendre le contrôle. Finalement, Emma monta à la barre. La juge Morrison s'adoucit. Où veux-tu vivre? Avec Marc et Nathan. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis la mort de maman, quelqu'un me voit. Pas mon intelligence, pas mes problèmes, pas le fonds de dotation. Moi. Emma regarda Marc, les larmes coulant sur ses joues. Marc me demande comment s'est passée ma journée. Il me tient pendant mes cauchemars. Il me dit que je suis courageuse quand j'ai peur. Ce n'est pas m'utiliser, c'est m'aimer. Thomas se leva. Emma, ma chérie, non. Emma devint furieuse. Tu m'as appelé un fardeau. Tu m'as laissé à une caserne de pompiers comme un déchet. Maintenant, tu veux de moi à cause de l'argent que maman a économisé. L'argent qu'elle est morte en me laissant. Le tribunal se tut. Ma mère était enseignante. Elle croyait que l'éducation
pouvait changer des vies. Elle voudrait que son fonds soit utilisé pour mon avenir, pas pour tes dettes de jeu. Et elle voudrait que je sois en sécurité avec des gens qui s'en soucient vraiment. Qu'est-ce qui te fait croire que M. Dupont s'en soucie? Demanda la juge. Parce qu'il se bat pour moi-même quand c'est difficile. Nathan m'appelle sa sœur. Madame Chen me prépare mon petit déjeuner préféré. Quand j'ai fugué, Marc est venu me chercher sous la pluie. La voix d'Emma se brisa. Toute ma vie, les gens ont abandonné sur moi. Marc ne l'a jamais fait. Le docteur Mitchell témoigna des progrès d'Emma. En 3 semaines, avec M. Dupont, j'ai vu des améliorations remarquables. La retirée serait catastrophique. La juge Morrison demanda les plaidoiries finales, puis prit la parole. Cette affaire me trouble. Les lois sur le rétablissement des liens familiaux contre les souhaits clairs d'un enfant. Emma retint son souffle. Toutefois, ma principale préoccupation est le meilleur intérêt d'Emma. Monsieur Leclerc, votre timing est suspect. Votre passé soulève des inquiétudes. Monsieur Dupont a fourni de la stabilité à cet enfant quand elle en avait le plus besoin. J'accorde la tutelle d'urgence à Marc Dupont en attendant l'adoption complète dans 6 mois. Emma s'étrangla. Marc la serra contre lui en pleurant. Monsieur Dupont, je surveillerai toute exploitation et je vous enlèverai Emma immédiatement. C'est une chance. Ne la gaspillez pas. Nous ne le ferons pas, votre honneur. Dehors, Emma s'approcha des micros. Je m'appelle Emma Leclerc. J'ai 8 ans. Pendant 4 mois, j'ai vécu dans les rues parce que le système m'a échoué. Marc Dupont ne m'a pas échoué. Il a vu une enfant qui avait besoin d'aide et il a aidé. Ce n'est pas une histoire. C'est ce que font les bonnes personnes. Le public applaudit. Cette nuit-là, Emma déballa complètement sa boîte métallique, non pas pour fuir, mais pour faire de cet endroit le sien. « Comment tu te sens ?» demanda Marc. Effrayée, heureuse, confuse, tout ça, c'est complètement normal. Marc, pourquoi m'as-tu vraiment prise sous ton toit? J'ai vu une fille enseigner à mon fils la joie d'apprendre. J'ai vu quelqu'un qui donnait sans rien attendre en retour. Je voulais apprendre de toi autant que t'aider. Alors, on s'aide mutuellement. Exactement, c'est ça la famille. Marc la serra contre lui. Oui, ma chérie, exactement ce qu'est la famille. Mais Thomas Leclerc n'avait pas fini de se battre. 2 mois paisibles passèrent. Emma prospérait avec des tuteurs spécialisés. Puis vint l'appel anonyme. Monsieur Dupont, nous avons reçu des informations disant qu'Emma a menti à propos de son passé. Nous allons diffuser l'histoire demain. Le sang de Marc se glaça. C'est insensé. Expliquez ces documents. Il y a des registres scolaires montrant qu'Emma était présente durant les abus supposés. Un professeur qui loue son oncle. Des photos d'Emma souriante lors d'événements Thomas à ses côtés. Marc regarda confus. Quelqu'un fabrique des preuves. La voix de Catherine était douce. Ou Emma a menti. Nous devons y réfléchir. Non, je connais cet enfant. Alors prouvons-le. Si cette histoire sort, tout s'effondre. Marc montra les documents à Emma. Son visage pâlit. C'est faux, tout ça. Je sais, mais nous avons besoin de preuves. Quelqu'un peut-il vérifier ton histoire? Les autres enfants de chez Morrison, mais je ne connais pas leur nom. Et l'école. J'y suis resté 2 mois avant que tout ne tourne mal. Puis j'ai fui. La compréhension fit son chemin. Quelqu'un utilise les dates où j'étais vraiment là pour faire croire que j'ai menti sur tout. Catherine appela. Pire nouvelle. Thomas a déposé une plainte pour diffamation contre vous 2, affirmant que vous avez influencé Emma. Il a des témoins des enseignants des voisins disant qu'il était dévoué. Ils mentent. Son mot et les preuves vont à l'encontre des souvenirs d'Emma. Sans preuve, vous perdez la garde. Emma entendit tout.
Il fait ça. C'est un escroc. Maman m'a dit qu'il manipulait les gens, qu'il falsifiait des documents. Il a été en prison pour fraude quand j'avais 5 ans. Si c'est expurgé, les dossiers ne sont que du papier. Le papier peut être changé. Elle regarda Marc désespérément. « Tu me crois, n'est-ce pas? » « Bien sûr, mais est-ce que quelqu'un d'autre va me croire? » Cette nuit-là, Emma ne pouvait pas dormir. Puis, elle se rappela les journaux de sa mère. Elle chercha frénétiquement. Là, une entrée de 3 ans en arrière. Thomas a appelé en demandant de l'argent. J'ai dit non. Il m'a menacé de la garde d'Emma si quelque chose m'arrivait. J'ai contacté un avocat pour la protéger. Dieu m'aide s'il arrive à mettre la main sur elle. Plus d'entrées. Jennifer documentait les manigances de jeu de Thomas, des menaces des photos de Thomas, avec des personnes qu'Emma reconnaissait dans de faux témoignages. Marc. Elle courut dans son bureau à minuit. « Regarde, maman a tout documenté. » Il lut avec espoir. « Cela prouve le mobile. » Ils appelèrent Catherine, qui arriva dans l'heure, photographiant tout. « C'est bien, mais nous avons besoin des enfants de chez Morrison. » Ils sont les seuls à pouvoir vérifier directement la chronologie d'Emma. Il y avait une fille, Sarah, peut-être 12 ans. Elle m'a protégé. Elle m'a donné son sweatshirt quand j'ai fui. Son nom de famille. Je ne sais pas, mais elle avait une cicatrice en forme d'étoile sur sa main gauche. Je vais faire chercher des enquêteurs. 3 jours frénétiques. Les enquêteurs ont retrouvé d'anciens enfants d'accueil. Les journalistes ont fouillé dans le passé de Thomas. Jeudi. Thomas a une conférence de presse avec une femme bien habillée. « Voici ma fiancée Michelle. Nous nous marions le mois prochain. Je demande un réexamen de la garde. Je peux offrir un foyer stable à 2 parents, ce que M. Dupont ne peut pas. » Les médias ont explosé. Catherine appela. Il joue la carte de la famille. Les tribunaux favorisent les foyers à 2 parents. Emma regardait son monde s'effondrer. Il va gagner. Nathan la prit dans ses bras. Non, papa, ne le laissera pas. Mais Emma vit la peur dans les yeux de Marc. Pour la première fois, il n'était pas sûr. Cette nuit-là, alors qu'Emma préparait son sac, au cas où il y eut un coup à la porte. Madame Chen répondit. Une adolescente se tenait là, une cicatrice en forme d'étoile sur sa main. « Je suis Sarah Mitchell. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Je suis là pour dire la vérité sur la maison de Morrison et sur Emma Leclerc. » Emma descendit précipitamment, à peine croyant. « Sarah. » La fille sourit. « Hé, petite Jenny, je t'avais bien dit qu'on se reverrait. » Le témoignage de Sarah allait tout changer, mais ce qu'elle révéla était pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Sarah s'assit avec un chocolat chaud et raconta son histoire. « J'étais dans la maison de Morrison pendant 8 mois. 7 enfants, tous de moins de 12 ans. Morrison ne frappait jamais là où les bleus seraient invisibles. Sa femme détournait les yeux. » Emma lui prit la main. Sarah continua. Emma était différente. Intelligente, posait des questions, n'acceptait pas que ce soit comme ça. Morrison détestait ça. Il l'a ciblée, lui a sauté des repas, l'a enfermée au sous-sol, a brisé ses affaires. La mâchoire de Marc se serra. Le travailleur social n'a jamais rien remarqué. Les visites étaient en planifié. Morrison nous coachait, mais Emma ne mentait pas. Elle a essayé de parler au travailleur social, et Morrison l'a punie après. C'est là qu'elle a eu des cicatrices au bras. Il l'a saisie si fort. « Pourquoi ne l'as-tu pas signalé ?» demanda Catherine doucement. « J'ai essayé, j'ai appelé la ligne d'assistance 2 fois. Rien ne s'est passé. Morrison avait des connexions et nous n'étions que des enfants d'accueil. Personne ne nous écoute. »« Moi, je t'écoute, » dit fermement Marc. Sarah décrivit la nuit où Emma s'enfuit. Morrison détruisit les journaux de sa mère, ou du moins il le croyait.
Emma avait caché les vrais. Elle n'avait que 7 ans, mais elle s'était opposée à un homme 2 fois plus grand qu'elle, protégeant la mémoire de sa mère. Après qu'il se soit évanoui, je l'ai aidé à s'échapper. Je lui ai donné mon sweatshirt, de la nourriture, l'adresse d'un abri, je lui ai dit de fuir et de ne jamais revenir. Que s'est-il passé après? Demanda Catherine. Morrison était furieux. Il appela la police, signala Emma comme une fugitive, prétendant qu'elle avait volé de l'argent. Mais un enfant, Tommy, il avait 6 ans, a finalement dit au travailleur social ce qui se passait. Morrison est en prison maintenant. Je témoigne contre lui. Sarah se tourna vers Emma. Tu nous as sauvés. Quand tu as fui et que Morrison s'est distrait, Tommy a trouvé le courage. Si tu n'étais pas parti, on serait peut-être encore là. Je me suis senti coupable de partir. Ne te sens pas coupable. Tu as fait ce que tu devais pour survivre et tu as montré le chemin. Catherine prit des notes. Sarah, veux-tu témoigner contre les affirmations de Thomas Leclerc? Absolument. Et j'ai des preuves. Sarah montra des textos avec son travailleur social, des dates des rapports. La chronologie d'Emma correspondait parfaitement. Thomas Leclerc ment. Au cours de la semaine suivante, l'affaire se transforma. Catherine amena Sarah 2 autres anciens enfants d'accueil et le travailleur social qui avait pris leur rapport. Ils confirmèrent tous l'histoire d'Emma. Les enquêteurs découvrirent plus d'escroqueries de Thomas, des faux documents, des témoins payés de faux témoignages. La fiancée était une actrice payée. Son affaire s'effondra, mais Thomas fit un dernier mouvement. Avant l'audience d'adoption, il coinça Emma dehors. La sécurité était à proximité. Emma leva la main. « Je vais l'écouter. » Thomas s'agenouilla. Pour la première fois, Emma vit du regret. « Je suis désolé pour tout. Ta mère était ma petite sœur. Quand elle est disise, tant elle est morte, je me suis effondré. Je t'ai prise en pensant que je pouvais honorer sa mémoire, mais j'étais en train de me noyer. Tu méritais mieux. Alors pourquoi te bats-tu pour moi maintenant? Parce que je suis un lâche. Je me suis convaincu que le fonds d'éducation était pour ton avenir. Mais je voulais qu'il répare mes erreurs. Mais Emma, te voir au tribunal, si courageuse. Tu es tout ce que ta mère espérait, et je suis tout ce qu'elle craignait. Alors maintenant quoi? Maintenant, je fais ce qu'il faut. Enfin. Cet après-midi-là, Thomas renonça volontairement à tous ses droits parentaux, signant qu'il ne contesterait pas l'adoption, ne demanderait pas de visite, ni ne réclamerait le fonds. La juge Morrison lut l'accord. « Monsieur Leclerc, ceci est permanent. Vous renoncez à toute relation légale avec votre nièce. Je comprends, c'est ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Emma, as-tu quelque chose à dire? Je te pardonne, mais je ne te fais pas confiance. Peut-être un jour, mais pas maintenant. » Thomas hocha la tête. « C'est juste. Ta mère serait tellement fière. » Lorsqu'il partit, Emma ressentit quelque chose se libérer. Pas de l'amour, pas de réconciliation, mais une sorte de clôture. « Continuons avec l'adoption », sourit la juge. 2 heures de témoignages des témoins de caractère. Nathan proclamant qu'Emma était sa sœur. Enfin, Emma Leclerc, veux-tu être adoptée par Marc Dupont? Oui. Marc Dupont, es-tu prête à assumer une responsabilité à vie? Marc regarda Emma les larmes aux yeux. Emma a déjà changé ma vie. Elle a appris à Nathan la joie. Elle m'a appris le courage. C'est un honneur pour moi d'être son père. La juge Morrison frappa son marteau. Par le pouvoir qui m'est conféré, j'accorde cette adoption. Emma Leclerc, tu es désormais Emma Leclerc Dupont. Félicitations. Le tribunal éclata en applaudissements. Nathan serra Emma dans ses bras si fort qu'ils tombèrent en riant. Madame Chen pleura ouvertement. Marc serra Emma contre lui. Bienvenue officiellement dans la famille.
Papa, c'était la première fois qu'elle disait ça. La voix de Marc se brisa. Oui, ma chérie, merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir laissé être ton père. Dehors, Emma parla au reporter. Aujourd'hui, j'ai cessé d'être un enfant d'accueil pour devenir une fille. Mais je suis là pour tous les enfants encore dans le système. Elle sortit un chèque sans fond de dotation. Ma mère a économisé ça pour l'éducation. Je l'utilise pour créer la fondation Jennifer Leclerc pour l'éducation des enfants d'accueil, parce que ma mère croyait que l'éducation pouvait changer des vies. Cette nuit-là, Emma déplaça sa boîte métallique sur l'étagère du salon, non pas pour la cacher, mais pour l'exposer fièrement. Elle fait maintenant partie de notre famille aussi, expliqua Emma. Sa mémoire vit ici. Est-ce que je dois l'appeler grand-mère Jennifer? Demanda Nathan. Emma réfléchit. Je pense qu'elle aimerait ça. Alors qu'Emma dormait paisiblement, elle rêvait de sa mère. Je suis tellement fière de toi, ma brillante fille. Tu as survécu, tu as prospéré. Tu es devenue tout ce que j'espérais. Emma se réveilla enfin en paix pour la première fois depuis des années. Mais une dernière révélation allait transformer la compréhension de tout le monde. 6 mois après l'adoption, le 9e anniversaire d'Emma arriva. Marc avait prévu une célébration au manoir, sa première véritable fête d'anniversaire en 3 ans. La maison était remplie de personnes qu'Emma avait touchées. Sarah et les autres enfants d'accueil qu'elle avait aidés à s'en sortir, le docteur Mitchell Catherine, ses camarades du programme pour enfants surdoués et des dizaines d'enfants des refuges, où Emma travaillait maintenant comme bénévole. Mais alors qu'Emma soufflait sur ses bougies, Marc remarqua qu'elle fixait quelque chose à travers la pièce. Une femme qu'il ne reconnaissait pas debout, tranquillement près de la porte, des larmes coulant sur son visage. Les mains d'Emma tremblaient. Le couteau du gâteau tomba sur la table. Maman. La pièce se tut. Tout le monde se tourna vers la femme qui s'avança dans la lumière. Elle ressemblait exactement aux photos dans la boîte métallique d'Emma plus âgée, plus mince, marquée par la souffrance, mais indiscutablement Jennifer Leclerc. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. Tu es morte. Emma est allée à ton enterrement. La voix de Jennifer était brisée. Je sais ce que disent les registres. Je sais ce que mon frère a dit à tout le monde. Mais je ne suis pas morte, Marc. Je mourrai, mais je ne suis pas morte. Emma ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Je t'ai vu à l'hôpital. Tu ne respirais plus. Les machines. J'étais dans le coma. Jennifer s'avança lentement, comme si elle avait peur qu'Emma disparaisse. Cancer de stade, 4 insuffisances organiques multiples. Les médecins ont dit qu'il me restait des heures, peut-être des jours. Thomas les a convaincus de me déclarer en état de mort cérébrale pour qu'ils puissent débrancher les machines et accéder plus rapidement à l'argent de l'assurance. La pièce éclata en murmures choqués. Marc serra Emma contre lui, la protégeant. Jennifer continua, les larmes coulant librement. Mais je me suis réveillé 3 jours après que Thomas m'ait transféré dans une maison de soins de longue durée, la moins chère qu'il ait pu trouver un endroit où personne ne poserait de questions. Je me suis réveillé et tu étais parti. Il m'a dit que tu avais été placé en famille d'accueil, que c'était mieux pour toi, que j'étais trop malade pour me battre contre lui. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher? La voix d'Emma était à peine un souffle rempli d'années d'espoir abandonné. J'ai essayé, mon Dieu, Emma. J'ai tout essayé, mais je n'avais aucun statut légal. J'étais légalement morte. Mon identité, mes papiers, tout avait été effacé. Tasmas avait falsifié les certificats de décès, les papiers de crémation. Aussi loin que le système savait, Jennifer Leclerc était morte il y a 2 ans. Jennifer sortit des documents, des dossiers médicaux, des pétitions judiciaires, des lettres à la protection de l'enfance, qui ne reçurent jamais de réponse. Cela fait 2 ans que je me bats pour prouver que je suis en vie, pour te retrouver, pour te ramener à la maison.
Mais sans identification, sans existence légale, personne ne m'a écouté. J'étais un fantôme, essayant de récupérer mon enfant du système qui disait que j'étais morte. L'esprit juridique de Marc se mit en marche. Comment nous avais-tu trouvé? La couverture médiatique, la bataille pour la garde. Quand j'ai vu le visage d'Emma à la télé, témoignant au tribunal, si courageuse et belle. La voix de Jennifer se brisa complètement. J'ai su que je devais trouver un moyen. Le bureau de Catherine Price m'a enfin écouté il y a 3 semaines. Nous avons vérifié tout effectué des tests ADN, constitué un dossier solide. Catherine intervint. C'est vrai, Marc. Chaque mot. Jennifer Leclerc est légalement vivante depuis la semaine dernière. Toutes les charges contre Thomas comprennent maintenant la fraude, la falsification de documents de décès et une dizaine d'autres crimes. Emma resta figée, des années de chagrin d'espoir et de confusion se lisant sur son visage. Tu es vraiment vivante. Je suis vraiment vivante, ma chérie. Tu m'as laissé. Tout le monde disait que tu m'avais laissé. Jennifer tomba à genoux, les mains jointes comme pour prier. Je ne t'ai jamais laissé. Pas dans mon cœur. Pas une seconde. Chaque jour dans cet établissement, je pensais à toi. Ton rire, ton esprit brillant, la façon dont tu t'enroulais dans un livre. J'ai survécu parce que je devais revenir vers toi. Les murs soigneusement construits d'Emma, ceux qui l'avaient protégée de l'abandon de l'abus de l'itinérance, s'effondrèrent enfin. Elle se précipita vers sa mère, s'effondrant dans ses bras, pleurant de toute la force de 2 ans de chagrin accumulé. Je pensais que tu étais morte. Je pensais que tu avais choisi de m'abandonner. Jamais, mon amour. Jamais, jamais, jamais. Jennifer serra sa fille comme si elle ne la laisserait jamais partir. Je suis tellement désolé pour tout ce que tu as traversé. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger. Marc observa les yeux remplis de larmes. Il avait combattu pour Emma l'avait aimé, lui avait offert une maison, mais il ne pouvait pas lui offrir cela. Sa mère vivante. Nathan tira la main de son père. « Papa, est-ce que ça veut dire qu'Emma doit partir ?» La question que tout le monde se posait. Emma se détourna de Jennifer, regardant tour à tour sa mère et Marc, avec des yeux remplis de détresse. Je ne sais pas ce que ça signifie. Jennifer vit la confusion d'Emma et quelque chose changea dans son expression. Elle regarda Marc, le regarda vraiment, puis tourna les yeux vers la maison qu'il avait créée la vie, qu'Emma avait bâtie la famille qui entourait sa fille. « Emma, pouvons-nous parler? Juste toi et moi. » Ils entrèrent dans le bureau de Marc. Par la fenêtre, Marc les regarda mère et fille, réunis contre toute attente. Il les vit Emma pleurant, parlant, gesticulant. Il la vit Jennifer l'écoutant, hochant la tête, pleurant aussi. 30 minutes plus tard, elle sortira main dans la main. Jennifer prit la parole en premier, s'adressant à Marc. « Je dois dire quelque chose, et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire. » Elle prit une profonde inspiration. « Pendant 2 ans, j'ai rêvé de ce moment de tenir ma fille dans mes bras, de la ramener à la maison. J'ai construit ma vie autour de l'idée de la récupérer. Mais en vous voyant tous les deux, en voyant la maison que vous lui avez donnée, sa voix se brisa. Vous avez donné à Emma quelque chose que je ne peux pas lui offrir, de la stabilité, de la sécurité, un frère, une famille. Jennifer, elle est ta fille, commença Marc. Et elle est aussi la tienne, légalement, émotionnellement, de toutes les manières qui comptent. Jennifer serra la main d'Emma. Nous avons parlé, et Emma a quelque chose à dire. Emma les regarda tous les deux. Cet enfant de 8 ans qui avait survécu à plus de choses que la plupart des adultes ne vivront jamais. J'aime ma maman. Je l'aime tellement. Et je suis tellement reconnaissante qu'elle soit en vie
que je puisse la retrouver dans ma vie. Elle s'arrêta un instant, rassemblant son courage. Mais Marc, c'est toi qui m'as sauvé. Tu t'es battu pour moi quand tout le monde a abandonné. Tu m'as donné, Nathan, Madame Chen, cette maison. Tu m'as permis de redevenir une enfant. Et maman comprend que je ne peux pas partir. Je ne peux pas vous quitter. Jennifer essuya ses yeux. Ce que nous proposons, c'est ceci. L'adoption reste. Emma vit avec toi, Marc. Mais je veux faire partie de sa vie en tant que mère amie, peu importe le rôle qu'elle veut que je joue. Comme une garde partagée, demanda Marc prudemment. Non, comme une famille. Jennifer sourit, un sourire doux amer mais sincère. Tu es désormais le père d'Emma. Je te demande s'il y a de la place dans cette famille pour une personne de plus qui l'aime. Marc regarda Emma qui hocha la tête, espérant. Il regarda Nathan qui souriait. Il réfléchit à ce que signifiait vraiment la famille. Pas seulement du sang, pas seulement des documents légaux, mais un choix de l'amour, de l'engagement. Jennifer, il y a toujours de la place pour ceux qui aiment Emma. Bienvenue dans la famille. La célébration qui suivit fut différente de tout ce qu'Emma avait imaginé. Sa mère rencontra Nathan, qui déclara immédiatement qu'il avait désormais 2 grands-mères Jennifer et la mémoire de grand-mère Jennifer. Jennifer rencontra Sarah et les autres enfants d'accueil, les remerciant à travers ses larmes de protéger sa fille. Le soir venu, alors que les invités quittaient, Emma s'assit entre Marc et Jennifer sur le porche, regardant le coucher du soleil. « C'est étrange, » dit Emma. « Bien, étrange. Mais étrange. »« Raconte-moi, » dit Jennifer en riant. « Ma fille a un père milliardaire et un petit frère, et je fais partie de la famille recomposée la plus inhabituelle du monde. »« Est-ce que ça va ?» demanda Emma à sa mère. « Que je veuille rester avec Marc. » Jennifer prit le visage d'Emma dans ses mains. « Ma chérie, tu t'épanouis. Tu es heureuse. Tu es en sécurité. Tu es aimée. En tant que mère, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Le fait que je puisse en être témoin, faire partie de tout ça, c'est plus que ce que j'avais jamais rêvé possible. »« Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» demanda Marc. « Reconstruire ma vie. Catherine m'aide à récupérer ma licence d'enseignement. On m'a offert un poste à l'école d'Emma. » Jennifer sourit. « On dirait qu'ils ont besoin de quelqu'un spécialisé dans l'éducation des enfants surdoués. Et je serai à proximité, assez près pour voir Emma grandir, mais assez loin pour la laisser s'épanouir. » Emma s'appuya contre sa mère d'un côté, Marc de l'autre. « Donc, j'ai maintenant 2 maisons. »« Tu as une maison ?» dit doucement Marc. « Ici. Mais ta maman aura toujours une chambre ici quand elle voudra. » Vraiment, Jennifer avait l'air choquée. « Vraiment, Emma t'aime. Nathan t'adore déjà et honnêtement, Marc sourit. Je pense qu'Emma a hérité de son don pour l'enseignement de toi. Nathan pourrait bien avoir besoin de toute l'aide qu'il peut obtenir pour ses devoirs. » Ils rirent, et cela sembla naturel facile, comme si peut-être cette situation impossible pouvait vraiment fonctionner. Plus tard dans la soirée, Marc trouva Emma dans sa chambre, organisant sa boîte métallique, désormais élargie, pour inclure de nouvelles photos de sa mère vivante et souriante. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» demanda Marc. Emma réfléchit soigneusement. « J'ai passé 2 ans à penser que j'avais tout perdu. Puis tu m'as donné une nouvelle famille. Maintenant, ma maman est de retour et je n'ai pas à choisir. Je peux garder les 2. » Elle leva les yeux vers lui. « Est-ce que c'est bien d'être aussi heureuse après tout ça? » Marc la prit dans ses bras. « C'est plus que bien. Tu mérites chaque goutte de bonheur que tu peux trouver. » « Oui, merci de m'avoir appris que la famille ne se résume pas au sang ou au papier. Il s'agit de ceux qui sont là qui se battent pour toi, qui t'aiment même quand c'est difficile. C'est toi qui m'as appris ça, Emma, pas l'inverse. » 3 mois plus tard, la Fondation Jennifer Leclerc
organisa sa première cérémonie de bourse. 25 enfants d'accueil reçurent un soutien éducatif complet, des cours particuliers, des fournitures et des fonds pour leurs études universitaires. Emma se tenait au podium âgée de 9 ans, et intrépide, s'adressant à une salle pleine de donateurs et de soutien. Ma mère disait toujours, « L'éducation est la seule chose que personne ne peut te prendre. » Elle se trompait sur une chose cependant. Ils ne peuvent pas te prendre ta famille non plus. La famille que tu choisis, la famille qui te choisit. Elle regarda Marc Nathan, sa mère dans la première rangée, Sarah et les autres survivants. J'étais sans abri, abandonné, abusé. Je n'étais rien et personne. Mais j'ai continué à apprendre. J'ai continué à me battre. Et j'ai trouvé des gens qui se sont battus pour moi aussi. Cette fondation ne parle pas seulement d'éducation. Il s'agit de montrer aux enfants comme moi que ton passé ne définit pas ton avenir. Que tu peux tout perdre et quand même construire quelque chose de beau que la famille te trouve quand tu en as le plus besoin. Les applaudissements furent tonitruants, mais le moment préféré d'Emma arriva après, lorsqu'une petite fille de 7 ans s'approcha timidement d'elle. « C'est vraiment toi, Emma ?» demanda la fille des nouvelles. « Oui, je suis dans une famille d'accueil aussi, et j'ai tout le temps peur. » Emma s'agenouilla. « Comment tu t'appelles? »« Lily. »« Lily, puis-je te dire un secret? » chuchota Emma. « Avoir peur, c'est normal. Avoir peur signifie que tu te bats encore. Et tant que tu te bats, il y a de l'espoir. Est-ce que tu as déjà cessé d'avoir peur? » Emma pensa à la résurrection de sa mère, à l'adoption au voyage depuis ce parc jusqu'ici. Pas complètement, mais j'ai appris quelque chose de très important. Tu n'as pas à cesser d'avoir peur. Il te suffit de trouver des gens qui seront effrayés avec toi. Lily la serra dans ses bras. « Est-ce que tu seras effrayée avec moi? »« Toujours, promit Emma. » Alors qu'ils rentraient à la maison ce soir-là, Emma était assise entre Marc et Jennifer, ses 2 parents. Sa famille choisit sa preuve que les fins pouvaient devenir des commencements. « Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu avais peur quand tu t'es réveillée et que j'étais partie? » Jennifer prit la main de sa fille terrifiée. « Mais je n'ai jamais cessé de croire que je te retrouverais. Cet espoir m'a tenue en vie. » « Papa. » Emma se tourna vers Marc. « Est-ce que tu avais peur quand tu m'as vu dans le parc pour la première fois? » Marc sourit. « Peur de te décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Et maintenant, j'ai peur de la vitesse à laquelle tu grandis. Combien de temps avant que tu n'aies plus besoin de moi? » Emma rit. « Papa, j'ai 9 ans. Tu es coincé avec moi pour au moins encore 9 ans, probablement plus longtemps. Promis. Promis. Tous les 2, vous êtes coincés avec moi pour toujours. » Jennifer et Marc échangèrent un regard, et tous les 2 dirent simultanément « On peut vivre avec ça. » Alors qu'Emma s'endormait ce soir-là, elle pensait au voyage depuis ce chêne, où elle avait enseigné les mathématiques à Nathan, jusqu'à ce moment entouré de plus d'amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle avait perdu sa mère et l'avait retrouvée. Elle avait perdu sa maison et en avait construit une nouvelle. Elle avait perdu espoir et avait découvert qu'il pouvait être reconstruit plus fort qu'avant. La petite fille qui avait survécu dans les rues et n'avait jamais cessé d'apprendre avait appris la leçon la plus importante de toutes. Les familles ne naissent pas. Elles se construisent. Un choix, un combat, un acte d'amour à la fois. Et Emma Leclerc-Dupont, fille-sœur survivante, enseignante combattante, avait construit quelque chose de beau à partir des cendres de sa douleur. Son histoire ne parlait pas de tout perdre. Elle parlait de trouver tout ce qui comptait. Et cela, elle réalisa que c'était le plus grand cadeau de tous.